Merci d'être venu pour cette dernière conférence dans le cadre de l'exposition temporaire Destination Lune, qui est organisée donc avec le club d'astronomie de la MJC de Douai. Alors, je ne vais pas prendre la parole très longtemps, je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Juste pour vous annoncer que cette exposition en fait est prolongée d'1 mois, et donc vous pouvez venir la visiter jusqu'au 1er octobre. Voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Marc, qui se cache, Monsieur Marc, et qui va vous présenter donc l'intervenant de cet après-midi, Monsieur Legendre, voilà, qui va vous parler de la Lune dans l'histoire de l'art. La conférence va durer à peu près 1 heure. Je vous rappelle juste que le musée est ouvert jusqu'à 18 h ce soir. Voilà. Et je vous invite, étant donné le soleil qu'il fait aujourd'hui, je vous invite à découvrir aussi le parc archéologique qui se trouve de l'autre côté. Voilà. Bon après-midi et bonne conférence. Merci. Donc, nous accueillons avec plaisir aujourd'hui Monsieur Legendre, qui est donc sémiologue et historien de l'art, c'est bien ça, et qui va nous parler donc de la présentation de la Lune dans l'art actuel. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre accueil, mesdames et messieurs. Bonjour. Eh bien, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous sortez de la visite de l'exposition commentée par Philippe Morel, ce qui est d'ailleurs tout à fait remarquable au niveau du commentaire et par la qualité scientifique et par la qualité historique. Et finalement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ben, on va croiser un petit peu les mêmes éléments, si ce n'est qu'on est dans un versant plus artistique que scientifique. Hein, enfin bon, il y a pas mal d'iconographie commune, on va le voir. Et au fond, on va essayer de comprendre ce que nous racontent les images de la Lune dans l'histoire de l'art, de la préhistoire, disons l'Antiquité, les Antiquités à l'époque moderne, et donc jusqu'aux images de la mission Apollo. Très rapidement, hein, bien sûr, c'est un survol. On va voir comment la Lune a été perçue comme une divinité magicienne, influente, maîtresse du temps, confidente aussi de nos états d'âme, et en particulier de nos mélancolies. Avant, ou en même temps d'ailleurs, d'être évidemment l'objet d'observations astronomiques, donc depuis l'Antiquité en réalité, et très souvent ces observations astronomiques de la Lune ont bouleversé notre conception du monde, avant d'être l'objet de pas mal de voyages imaginaires, fantasmés, et ensuite de voyages réels, qui n'en ont pas d'ailleurs amoindri la poésie, bien au contraire. Alors les images de la Lune, autant que l'on puisse remonter dans le temps, sont très anciennes. Ici, ce qu'on voit, vous voyez ce petit objet, vous voyez l'ensemble de l'objet au-dessus, et le détail en dessous, arrondi. Cet objet, c'est un os gravé, c'est l'os de l'abri de Blanchard à Saint-Jacques, en Dordogne, qui date d'à peu près de 32 000 ans avant Jésus-Christ. Hein. On est donc à l'Aurignacien, dans ce qu'on appelle le Paléolithique supérieur, donc dans la préhistoire. C'est une gravure sur un os d'aigle qui représente probablement, disons, la course, de manière bien sûr stylisée, la course, les phases de la Lune sur 6 mois lunaires. On peut penser que c'était peut-être un calendrier pour la chasse ou pour la cueillette, évidemment. Lorsqu'on parle de préhistoire, comme on n'a pas de sources écrites, on n'a que des sources archéologiques ou des images ou des objets, on est obligé de faire, bien sûr, d'émettre des hypothèses. Et il est probable que quelques peintures préhistoriques que l'on voit donc dans les cavernes du Paléolithique supérieur, vous voyez, des années 35 000 ans avant, à 11 000 ans avant Jésus-Christ, hein, ce qu'on appelle le Aurignacien, le Sumtrien, le Magdalénien, correspondent à des cartographies stellaires, c'est-à-dire à des représentations d'étoiles, des dessins divers, et en tout cas, bien l'astronomie est la plus ancienne des sciences. Elle apparaît probablement dans les années 40-35 000 avant Jésus-Christ, puisque bien sûr les hommes préhistoriques sont amenés à connaître le ciel, à connaître la course apparente du Soleil à différents moments de l'année, donc bien sûr à connaître aussi les phases de la Lune, la position de certaines constellations, de certaines étoiles.
si l'on franchit allègrement des millénaires, là on arrive en Égypte, avec une statuette du dieu lune Khonsu en forme de momie, disons même en forme avec les attributs de Pharaon, vous voyez la crosse, le fouet, le pilier Edge, qui est associé à un symbole de fertilité et d'immortalité. Khonsu, alors il y a deux dieux chez les Égyptiens de la lune. Il y a Thoth c'est l'ibis, c'est le dieu des scribes, l'inventeur des hiéroglyphes, et Khonsu qui est le dieu lune, vous voyez, qui est représenté soit en homme, soit en faucon, avec le croissant de lune et le disque de lune. Et Khonsu, ça signifie en égyptien le voyageur. Pourquoi? Bien parce que, évidemment, la lune se déplace dans le ciel étoilé. Lequel ciel étoilé, d'ailleurs, est figuré par la déesse Nut. Le terme de Nut, d'ailleurs, donne notre mot de nuit. Nut, c'est une danseuse, si vous voulez, c'est une femme nue, dont le corps forme la voûte céleste et qui est constellée d'étoiles. Et sur Nut avale le soleil le soir et la couche le matin, et donc sur ces étoiles se balade en quelque sorte Khonsu. Khonsu est un dieu bienfaisant. Il éclaire les hommes la nuit, il les prémunit des dangers, surtout des bêtes sauvages. Alors dans toutes les civilisations, il y a bien sûr des divinités qui sont associées à la lune. J'aimerais, je pense qu'on pourrait faire, je dirais, toute une série de conférences évidemment sur cette iconographie. Aussi dans Mésopotamie, Soma, le disque solaire au Japon, bien sûr on en trouve chez les Incas, et dans la mythologie hindoue, il s'agit de Chandra. Chandra sur son char, donc une statuette en fait assez récente, de la seconde moitié du 19e siècle. Chandra, c'est le lumineux. Alors c'est intéressant parce qu'on va toujours diviniser la lune par un de ses aspects, ses déplacements, sa lumière, sa couleur, ses phases. Chandra est né le dieu de la lune, donc vous voyez, du barattage de la mer de lait. On imagine une mer de lait, on l'agite, et ça forme la couleur en quelque sorte de la lune. Bon, il tient généralement une massue, une fleur de lotus, et il traverse le ciel nocturne sur un char tiré par une antilope ou guichon, c'est très variable. Et ça peut ressembler d'ailleurs à ce que faisaient les Grecs, à ce que représentaient les Grecs avec le char d'Hélios, le soleil qui parcourait également le ciel. Alors Chandra, là aussi, est un dieu bénéfique. Il dépose la rosée du matin, il fait tomber la pluie, il fait surgir les sources, il fait pousser les plantes, il nous procure les plantes médicinales, et c'est un dieu de la fécondité, bien sûr, parce que dans les sociétés anciennes, on se préoccupait pour faire des cultures, on les faisait bien sûr en fonction des saisons, du climat, des pluies, mais aussi des phases de la lune. Comme Chandra est laiteux, eh bien, il convient de lui faire des offrandes de la même couleur, c'est-à-dire on va lui faire des offrandes de fleurs blanches, de perles, de riz, de sucre, de lait, d'argent. Alors chez les Grecs anciens, et là, vous allez voir que ça va nous toucher un peu plus, parce que on a des conceptions que l'on connaît, mais alors la figure de la lune est quand même beaucoup plus ambiguë. Il y a en fait trois déesses pour figurer la lune. D'abord, Artémis, Diane chez les latins. Ici c'est un buste de Hiram Powers, qui est un sculpteur américain du 19e siècle. Artémis, c'est la déesse de la chasse, mais c'est aussi la déesse de la lune blanche, du croissant de lune. Artémis, c'est fille de Zeus et de Leto, elle est sœur d'Apollon. Ça c'est très intéressant parce que le soleil, c'est Hélios, chez les Grecs, on pourrait dire c'est la forme visible du soleil, Hélios, mais le soleil en tant que lumière, c'est plutôt Apollon. Et Apollon, donc, est le frère d'Artémis. Et Apollon, c'est un dieu solaire, c'est le dieu de la clarté, de la rationalité, des arts, entouré des muses, bien sûr, sur le mont Parnasse. Et ce qui est très intéressant, dans les conceptions, disons, mythiques et astronomiques des Grecs, le soleil est masculin, il est brillant, il est stable, il est le centre du monde, il donne la lumière, il est l'astre du jour, tandis que la lune est féminine. C'est l'aînée en grec, elle est instable, elle est changeante et elle n'est que le reflet du soleil. Ce qui veut dire que la lune, c'est un astre miroir.
la Lune, c'est un astre trompeur, c'est une fausse lumière, c'est une lumière indirecte, et c'est l'astre de la nuit. Et pour cette raison d'ailleurs, elle est associée à une fonction magique. Alors en particulier, plus qu'Artémis, c'est Séléné. Séléné, c'est véritablement la Lune. Ici, on voit un détail, disons, d'un sarcophage du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui représente Séléné. Vous voyez, sur son char, on voit Séléné avec le croissant de Lune, tout comme Artémis. Vous voyez, les attributs ici se confondent, c'est un moyen de les reconnaître. Sur son char, donc, parcourant le ciel, et le jeune homme qui est là, vous voyez, à moitié allongé, eh bien, c'est Endymion. Je vais vous raconter après le mythe de Séléné et d'Endymion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Séléné appartient à la famille du soleil. Alors, il y a d'abord Eros, qui est l'aurore, ensuite, donc, dans la journée, Hélios, le soleil qui brille, et la nuit, eh bien, Séléné. Ça forme une espèce de trilogie. Séléné, c'est surtout la pleine lune. Vous voyez, là où Artémis, c'est le croissant de lune, Séléné, c'est la pleine lune, et c'est une déesse bénéfique qui est associée à la maturité, à la fécondité. Tandis que la troisième déesse, c'est Hécate, ou Hécaté en grec. Ici, c'est ce qu'on appelle un hécatéion, c'est-à-dire une triple Hécate. Vous voyez, c'est une statue avec trois visages, et autour, vous voyez, des figures dansantes qui représentent le temps. Les jeunes filles dansantes, ça c'est tardif, 4e siècle après Jésus-Christ, on est à la fin de l'Antiquité. Et pourquoi une déesse à triple face? Parce que ça représentait les formes de la lune et de la vie. La croissance, la décroissance, la disparition et la mort. À l'origine, bon, il y avait 3 faces différentes. Il y en avait une de chien, de cheval, de lion, et ensuite 3 faces de femme. Hécate est liée en particulier à la nouvelle lune. Juste avant, bien sûr, le premier croissant, eh bien, on a une période noire, et c'est la lune noire. Et donc, elle est associée à la mort. Elle est associée aux ténèbres de la terre. Elle porte comme attribut souvent la torche, le serpent, le poignard. Elle est la déesse des carrefours. Pourquoi? Bien parce qu'elle est à la fois sur terre, dans le ciel et dans les enfers. Les enfers, pour les Grecs, c'est le monde souterrain. C'est la déesse des enchantements. Elle envoie sur terre des cauchemars, des fantômes, des monstres, des démons. Vous voyez, donc il y a l'expression un petit peu de cette peur de la lune et de la nuit chez Hécate. Et de fait, chez les Grecs, la lune est essentiellement une divinité magicienne. Et cette conception nous a été très largement transmise. La lune, pour les Grecs, influe sur la croissance des plantes, la procréation des animaux, sur les règles féminines, les menstrues, qui sont liées au cycle, au mois lunaire. Et pour Aristote, par exemple, durant la lune décroissante, la nature féminine devient froide. Pourquoi? Parce que le sang afflue dans la région utérine et doit s'évacuer. Ce sont les règles, évidemment. Et donc, il est recommandé de ne pas se marier en lune décroissante, mais plutôt à la nouvelle lune, en lune croissante. La lune influe sur les enfantements, et surtout la lune, et surtout la pleine lune, pour les Grecs anciens, perturbe les fous. Les épileptiques, les lunatiques, c'est même resté en anglais lunatique, c'est un fou violent, un lunatique. Et donc, cette pleine lune, évidemment, va exciter en quelque sorte les fous. Au contraire, la lune descendante nous fait perdre notre énergie. Elle est associée à la mélancolie, à la tristesse. On va retrouver ça dans l'histoire des images de la lune. Bon, c'est le navigateur phocéen, donc marseillais, Pythéas, qui lors de sa fameuse expédition de 325 avant Jésus-Christ, il franchit le détroit de Gibraltar, les colonnes d'Hercule pour remonter vers l'Atlantique, et ensuite les côtes d'Angleterre, de Norvège actuelle jusque l'Islande, jusque Toulé. Et c'est lui qui fait le lien entre la lune et les marées. Bon, même si c'est en fait un phénomène très complexe, les marées, parce que ça joue sur les conjonctions des effets de marée de la Lune, du Soleil et sur la rotation de la Terre. Et en tout cas, pour les Grecs, la Lune est maîtresse de nos humeurs, comme elle est maîtresse des éléments et du temps. Alors, on ne peut pas trop insister ici sur les phases de la Lune. Simplement, vous voyez, en rotation autour de la Terre, avec la nouvelle Lune, donc, qui est noire, le premier croissant, le premier quartier, gibbeuse croissante, pleine Lune, gibbeuse décroissante et dernier quartier, dernier croissant. Si on prend un schéma plus
calendrier. Et on commence ici, vous voyez, avec la nouvelle lune, voilà la première lumière, le premier croissant, ainsi de suite. Donc là, sur 28 jours, en fait, la plupart des sociétés anciennes ont adopté des calendriers lunaires sur la base de mois de 28 jours, la phase de révolution de la Lune étant à peu près de 27 jours. Alors chez le grec, le mois était divisé en décades. Il y avait la lune commençante, la lune en son milieu, la lune déclinante. Et chez les Romains, vous n'avez peut-être pas appris ça un petit peu à l'école, on distinguait les calendes. Les calendes, c'est les débuts du mois, c'est la fin même de la lune décroissante. Ça commence là, les calendes, qui a donné bien sûr notre mot de calendrier. Les nones, le 5e, 7e jour, donc vers la fin du croissant ici. Et puis, bien sûr, les ides, les jours de pleine lune, donc surtout, disons, du 13 au 15. Alors, ce qui fait que quand on dit reporter une décision calende grecque, ça veut dire ne jamais apprendre, parce que les Grecs n'ont pas de calendrier, c'est bien chez les Romains. Par la suite, à partir du calendrier julien, c'est-à-dire institué sous Jules César en 46 avant Jésus-Christ, les calendriers deviendront solaires, les mois étant divisés en 4 semaines. Mais la prédominance ancienne, disons, de la Lune comme maîtresse du temps est encore marquée dans les noms de la semaine, en particulier lundi. Lundi, c'est le jour de la Lune. Penser à la chanson de Claude François, le lundi, le soleil, c'est quelque chose qu'on ne verra jamais pour cause. Voilà. Alors, la lune est reflet de nos affects, de nos sentiments. Un grand nombre, je dirais, des conceptions des Grecs anciens sur la lune nous ont été transmises, en particulier l'influence de la lune sur les plantes, sur les animaux, sur le corps des femmes et sur nos états d'âme, et parfois sous des formes d'ailleurs assez inattendues. Alors ça, c'est étrange comme tableau. C'est un tableau d'un peintre flamand du XVIIe siècle, Abraham Janssens, l'allégorie de l'inconstance. Ça date du début du XVIIe siècle, on est vers 1617, à l'époque où la Lune est très importante dans l'histoire de la science. Je vais y revenir tout à l'heure. Et en fait, c'est une allégorie, donc ça nous parle d'une idée qui est celle de l'inconstance. Il s'inspire en fait de ce qu'on appelle un livre d'emblèmes. C'est un livre contenant des gravures et des représentations qui étaient célèbres à l'époque, qui s'appelait l'Iconologia de Cesare Ripa, qui a été publié à la fin du XVIe siècle. Et alors Ripa, pour figurer une allégorie de l'inconstance, pour représenter ce qu'il appelle les esprits changeants et irrésolus, conseille de mettre une écrevisse. Et voyez donc les pinces sont là, et la queue est là, elle est en train de caresser la queue de l'écrevisse, qui ne manque pas d'érotisme d'ailleurs. Et évidemment, l'écrevisse, pourquoi c'est associé à l'inconstance? Eh bien parce que l'écrevisse peut marcher droit comme elle peut marcher à reculons. Sur laquelle donc s'amuse une jeune femme, vous voyez, vêtue de bleu. Et les plis sont un petit peu étranges, j'ai l'impression que son vêtement et sa robe est froissée. Vous voyez, ce ne sont pas des beaux plis, parce que symboliquement, sa robe figure des vagues, et les vagues sont imprévisibles. Et bien sûr, cette femme tient un croissant de lune avec un visage, c'est assez naïf, ça peut nous faire penser à Pierrot. Pourquoi le croissant de lune? Parce que justement, la lune est changeante, qu'elle est inconstante, qu'elle est féminine, avec un contenu érotique. Vous voyez, la lumière, on est dans un clair-obscur baroque, la lumière qui tombe du haut, c'est pas une lumière solaire, c'est une lumière blanche, et c'est bien une lumière lunaire, et avec donc ce décolleté qu'on trouve parfois dans la peinture du XVIIe siècle, peut-être nous faire penser qu'elle n'est pas simplement, disons, une allégorie de l'inconstance, mais enfin, une femme probablement un peu plus qu'inconstante, et probablement, disons, de volage en amour. Alors, dans le même type de représentation, Fragonard, Diane et Endymion, là on est au milieu du XVIIIe siècle, tourné dans l'art rococo, vous voyez, 1753-56. Et dans la mythologie grecque, en fait, Endymion, c'est un beau berger de Carie. La Carie, c'est une région de l'Asie mineure, de l'actuelle Turquie, dont la lune tombe amoureuse. Alors, vous voyez, le thème est très ancien, il remonte à l'Antiquité. On voit la lune passer avec son char dans le ciel et éclairant ici Endymion. Et bien sûr, la façon dont c'est interprété par Fragonard, qui est un homme moderne. Alors, le mythe nous raconte
compte en fait que la Lune arrête régulièrement son charme pour observer le bel Endymion du ciel, dormir à la belle étoile, et donc Séléné, hein, alors on confond souvent d'ailleurs, hein, vous voyez là, il parle de Diane dans son titre, Artémis c'est Séléné, hein. En réalité c'est Séléné hein, qui tombe amoureuse d'Endymion, mais enfin par la suite on l'assimile aussi à Artémis. Bon, Séléné étant la pleine lune, elle caresse en fait Endymion de sa lumière laiteuse, et pour ne pas le réveiller, eh bien elle redescend lentement le reste de la nuit vers l'horizon. Et c'est un très beau mythe. Hein. Et ici, alors en l'occurrence Diane, vous voyez, vous devinez hein, là derrière le croissant de lune, hein, donc plutôt Artémis, Endymion qui dort avec son chien, ses troupeaux, vous voyez. Et à côté de Diane, hein, là vous avez un poulpeau, un petit Érance ailé, hein, l'amour, vous voyez, avec une flèche, et cet Éros porte des roses, ça c'est très fréquent dans la peinture au coco, et rose c'est de l'anagramme, si vous changez l'ordre des lettres, ça va donner Éros, hein, en français, hein, c'est l'anagramme d'Éros. Alors on est dans une peinture rococo qui célèbre bien sûr la joie de vivre, la sensualité, mais le rapport à la Lune est un petit peu différent au siècle suivant, hein, au XIXe siècle. Ici, Johann Peter Hasenclever, la sentimentale, 1846, hein, donc disons romantisme tardif, hein, c'est une jeune fille bourgeoise, vous voyez, qui est assise à la fenêtre de sa chambre et qui est en proie à une peine de cœur. Le livre ouvert, hein, vous voyez, qui est là, est en fait les souffrances du jeune Werther de Goethe, hein, qui a été, disons, un ouvrage pré-romantique très célèbre à l'époque. Les épaules dénudées, les cheveux en bataille, il y a aussi un contenu érotique, et elle se perd, vous voyez, dans une contemplation un peu béate de la pleine lune, ici, hein, et qui se reflète, vous voyez, sur, alors ce qui est peut-être un étang ou un lac. Hein. Alors, vous voyez, l'eau, la lune, la jeune femme, on a là trois figures, en fait, de l'inconstance. Alors, une certaine ironie, hein, d'Hasenclever, qui souligne là, disons, un peu un cliché hein, de la littérature romantique, et entre 1860 et 1890, la lune est devenue présente dans la littérature, dans les images de l'époque, surtout comme l'astre de la mélancolie féminine, à un tel point d'ailleurs que Mallarmé, Stéphane Mallarmé, avait décidé d'exclure la lune de sa poésie. Il n'en avait pas, c'était la tarte à la crème, et un jour, sortant d'une conférence, il voit une très belle pleine lune et il dit qu'elle est poétique, la garce. Hein. Alors, il est intéressant quand même de noter que les femmes du XIXe siècle qui regardaient la lune et surtout le ciel n'étaient pas toutes des bourgeoises mélancoliques, affligées d'une peine de cœur. Hein, loin de là, les femmes au XIXe siècle s'intéressent aux sciences, elles assistent aux conférences, elles prennent part aux découvertes scientifiques. C'est le cas par exemple de Caroline Herschel, hein, qui assiste son frère William, un célèbre astronome qui a découvert Uranus avec Urbain Le Verrier, hein, et Caroline Herschel, qui a vécu de 1750 à 1848, hein, voyez, a découvert plusieurs comètes, ou Maria Mitchell, par exemple, qui a été aussi au XIXe siècle la première femme à enseigner l'astronomie. Alors, la mélancolie, hein, mélancolia, c'est l'humeur noire, qui est liée soit à la pleine lune, soit à la lune noire, et dans le goût morbide du XIXe siècle, chez Gérard de Nerval ou Edgar Poe par exemple, la mélancolie, vous voyez, cet affect qui nous permet de toucher aux régions limites de la conscience, la folie, le meurtre, le suicide, et aux frontières de la réalité et du monde des morts. Alors c'est ce que l'on voit ici avec ce tableau de Ivan Nikolevitch Kramskoï, Les sirènes au clair de lune, 1871. Kramskoï, en fait, s'inspire ici d'un conte de Gogol, hein, une nuit de mai 1830, qui raconte qu'en Ukraine, hein, les jeunes filles noyées sortent de l'étang par les nuits claires pour se réchauffer au clair de lune. On appelle les roussaki, hein, qui sont un peu des esprits, des fantômes, hein, des jeunes filles noyées ou suicidées, perdues en forêt, qui sont vêtues de blanc, vous voyez, qui sont lunaires, hein, qui
contemple la Lune, vous voyez, avec mélancolie, Lune nous regarde, hein, ça c'est un vrai truc, hein, évidemment, on est vu en quelque sorte, elle nous regarde avec un regard d'ailleurs un petit peu, une expression de détresse, et puis au-dessus, vous voyez, une espèce qui est un petit tableau. Ah, vous voyez, 31 sur 41 cm, c'est pas très grand, d'un certain Adam Elsheimer, et ça représente la fuite en Égypte. Alors c'est une huile sur cuivre, hein. C'était à la mode à la fin du XVIe, au début du XVIIe, ça fait une peinture très, très précieuse, ça date de 1609. Adam Elsheimer, c'était un paysagiste allemand, bon, qui a vécu de 1578 à 1610. En réalité, il a passé une grande partie de sa vie en Italie, à Venise, à Rome, notamment dans les années 1600-1610, et il a peint 28 tableaux. Et ce tableau, c'est son 28e et dernier tableau. Il était spécialisé dans des paysages nocturnes, alors soit des paysages de crépuscule, soit même des paysages de nuit, comme ici, d'aurore, hein, d'aube. Et ici, bon, bah, on voit, vous voyez, la Sainte Famille, là, hein, sur l'âne, avec Marie, l'enfant Joseph, hein, qui tient une lanterne. Et la Sainte Famille, bien, dans la fuite en Égypte, évite la côte, hein, pour aller en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a des postes de garde romains, donc il passe à l'intérieur et il y a des bergers là qui se chauffent pour les bêtes, et derrière un clair de lune. Donc, vous voyez, vous avez 3 foyers et le clair de lune qui se reflète dans un étang, et ce paysage évoquant davantage plutôt les marais montains, puisque c'était au fond à Rome que vivait évidemment Adam Elsheimer. Mais regardons quand même bien le ciel. Vous voyez, la lune, là, elle n'est pas bien blanche et bien remplie, elle est irrégulière, il y a des mers qui apparaissent. On est en 1609, et c'est la première fois qu'elle est représentée ainsi. Jusqu'alors, on l'a représentée bien pleine, bien lisse. Et on a donc le reflet de la lune. Et regardez, alors il y a un certain nombre d'étoiles, là, vous pouvez même reconnaître ici peut-être la grande ours. Et vous avez cette bande laiteuse, là, vous voyez, à 45 degrés, qui est la Voie lactée. Alors il se trouve que ce tableau est contemporain des observations de Galilée, de son nouvel usage de la lunette. Alors une des lunettes fabriquées par Galilée, au musée Galilée à Florence, la lunette, bon, inventée, ouais, en effet, dans les années 1590, comme le disait Philippe Parent-Sipochet, par une combinaison de lentilles concaves et convexes. À l'origine, d'ailleurs, la lunette n'est pas un instrument destiné à l'astronomie. C'est un instrument destiné à un usage militaire, aux batailles, au siège. Bon, mes toutes premières lunettes sont pas terribles, hein, ça grossit, allez, 4 à 6 fois, tout au plus. Galilée perfectionne à partir de 1609 la lunette à Venise. Pourquoi? Parce que il y a les verriers, ça, ils bénéficient de la qualité de la fabrication de verre, et il fabrique bon, une lunette, il en fabriquera pas loin de 200 ensuite, qui grossit de 28 à 30 fois. C'est-à-dire c'est à peu près, disons, les petites longues vues que vous pouvez acheter dans un hypermarché qui sont fabriqués maintenant en Chine. Et Galilée fait, en automne 1609, entre septembre et décembre 1609, des dessins de la Lune, ici le dernier, le premier quartier, hein, donc ici dans le messager céleste, hein, Sirius Nuncius, dont vous avez vu une édition, hein, de l'autre côté, mars 1610, hein, publiée en mars 1610. Et Galilée donc observe la Lune, et il découvre des cratères, des montagnes, des ombres portées. Il découvre qu'elle présente la même face. Et alors là, évidemment, il rompt avec Aristote. Parce que dans la cosmologie d'Aristote, hein, la Terre est le centre du monde et les planètes tournent autour de la Terre. Ça a été repris donc par Ptolémée au IIe siècle après Jésus-Christ. Et la Lune est une sphère parfaite. Et surtout, il y a 2 mondes. Il y a 2 physiques pour Aristote. Hein. Il y a le monde en dessous de la Lune, hein, disons, infralunaire ou sublunaire, qui est notre monde, hein, qui est le monde des éléments, qui est le monde imparfait, qui est le monde où tout se dégrade, etc. Et puis, il y a le monde au-dessus de la Lune, supralunaire, qui est parfait, transparent, cristallin, où les planètes tournent autour de la Terre, hein, parce que la Terre est le centre du monde, la Lune
et le Soleil, qu'on appelait les deux luminaires, tournent autour de la Terre et les 5 autres planètes sur des révolutions parfaitement circulaires, parce que le cercle, vous savez, quand vous tracez un cercle, comme faisaient les vieux profs de mathématiques, ils le faisaient à main levée, parfois d'ailleurs avec une ficelle, eh bien, vous ne savez plus, vous avez commencé, vous avez fini. Le cercle est une figure de l'infini, et donc une figure du ciel, et donc une figure de ce qui est divin, de ce qui est parfait. Et donc, évidemment, pour Aristote, la Lune, bon, c'est un astre lisse, parfait. Bah, évidemment, Galilée, en observant, se dit, mais finalement, que la Lune ressemble beaucoup, évidemment, à la Terre. Comme le montre Alexandre Poirel, qui était un célèbre, disons, philosophe, historien des sciences, qu'on appelle un épistémologue, qui est mort en 64, en particulier, dont le chef-d'œuvre est Du monde clos et l'univers infini. Galilée, pour Alexandre Poirel, invente la science moderne. Il y a deux révolutions. D'abord, la destruction du cosmos des anciens. Le cosmos, c'est le monde, mais c'est surtout l'ordre, la beauté du monde. Alors, le cosmos était qualitatif, si vous voulez. Donc, il y avait deux mondes. Il y avait notre monde infralunaire, puis il y avait le monde supralunaire, avec des qualités différentes et hiérarchisées. Notre monde était inférieur au ciel, en fait, à tout ce qui était au-delà de la Lune. Et donc, en disant, Galilée en disant que non, finalement la Lune est comme la Terre, du coup, il n'y a plus ces notions d'esthétique et de théologie qui régissaient l'astronomie de l'époque. C'est-à-dire il n'y a plus de perfection, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de signification, il n'y a plus de dessin dans le sens de projet divin. Et bien sûr, deuxième révolution, comme le dit Poirel, ce que fait Galilée, c'est qu'il va géométriser l'espace et mathématiser la science, puisque pour Galilée, la nature parle en langage mathématique. Ça veut dire aussi que l'espace est homogène. C'est ce que vous avez appris à l'école, c'est-à-dire qu'il existe une isotropie des lois physiques et elles s'appliquent partout de la même manière, et les mêmes théorèmes mathématiques s'appliquent partout pour décrire l'espace, pour décrire les corps dans l'espace, donc partout dans l'univers. La conséquence aussi de ça, eh bien, c'est que, évidemment, dans ces cosmologies héritées de la fin de l'Antiquité, le cosmos est fini. Ça n'a pas toujours été le cas chez les Grecs. Mais Ptolémée considérait que l'univers était fini, désormais l'univers redevient infini. Ça se fait progressivement entre Copernic, vous voyez, 1543, qui est le premier à dire que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, système géocentrique, mais c'est effectivement la Terre qui tourne autour du Soleil, système héliocentrique. Donc Copernic, 1543, moins pour la publication, et jusque Newton, donc les principes de la philosophie naturelle, publiés en 1666, donc ça fait à peu près 120 ans. On passe, comme dit Poirel, d'un monde clos, fini, s'il vous plaît, à un univers infini. Ça avait déjà été envisagé, d'ailleurs d'un point de vue peut-être plus philosophique et théologique par Giordano Bruno, ce qui fait que Galilée et Kepler pouvaient le pressentir, mais enfin ils sont restés prudents. En tout cas, à partir de Newton, il n'y a plus du tout d'obstacle, disons, idéologique pour affirmer que l'univers est infini. L'univers est ouvert, il est infini. Et c'est l'invention de la science moderne qui va en fait unifier les mathématiques, la physique et l'astronomie. Alors non seulement Galilée, vous voyez, fait les dessins de la Lune, donc en automne 1609, et donc il met à bas la physique, l'ancienne physique d'Aristote, il dénombre les étoiles d'Orion, grâce toujours à cette lunette, dont il est théoriquement, disons, le premier à faire un usage scientifique, comme disait Philippe tout à l'heure, à quelques mois près, c'est pas tout à fait vrai. Et il découvre les satellites de Jupiter et leur mouvement, ce qu'il explique dans le Messager des étoiles, les anneaux de Saturne, la rotation et les tâches du Soleil. Bon, là aussi, il n'y a pas de perfection. Les phases de Vénus, donc s'il y a une évolution, une instabilité des diamètres apparents des planètes, ça veut dire qu'elles tournent autour du Soleil. Il confirme ainsi l'héliocentrisme de Copernic et il observe la Voie lactée. On pensait que c'était un nuage céleste avant la Voie lactée. Et en fait, il s'aperçoit que c'est un amas d'étoiles, alors il dit des troupeaux de petites étoiles semées d'une manière admirable, ce qu'il appelle des nébuleuses. Il pensait que ces autres nébuleuses étaient dans notre Voie lactée. Il faut attendre 1924, si je me souviens bien, pour qu'on découvre que en fait, ce sont d'autres galaxies beaucoup plus éloignées. Alors, conséquence de l'observation de la Voie lactée, avec bien sûr la lunette,
l'univers, on voit des objets grâce à la lunette qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc l'univers est évidemment beaucoup plus vaste qu'on ne le pensait. Revenons à Elsheimer et à notre fuite en Égypte. Bien, Elsheimer, bon, c'est la fin du maniérisme, c'est le début de l'art baroque. Vous voyez, l'art baroque naît en effet à Bologne, dans les années 1585, et ensuite à Rome dans les années 1600. Bien. Alors on peut se demander, dans ce 28e et dernier tableau qui a été peint en 1609, Elsheimer est mort en 1610, si Elsheimer a connu Galilée. Alors c'est parfaitement possible. Il faut bien vous représenter que le monde des savants, des poètes, des artistes qui se rencontrent dans les cours est un petit monde. Ces gens se connaissent, se côtoient. Est-ce que Elsheimer, par exemple, a pu aller faire des observations à Venise à partir d'août 1609 et jusque décembre 1609, puisque Galilée a fait plusieurs observations publiques à Venise à la lunette. C'est possible, mais c'est pas certain, qu'on n'en a pas trace. Aurait-il peint sa lune, que l'on voit ici, d'après les dessins de la lune de Galilée? Ah, voilà une belle hypothèse, sauf que ça ne marche pas. Parce que Galilée les a publiés en 1610 et Elsheimer était mort avant. Vous voyez l'histoire de l'art, parfois ça peut être un peu pénible, on pense avoir le bon fil au non, ça ne marche pas. Et il se trouve que, en 2006, le conservateur du musée où se situe ce tableau, la Pinacothèque de Munich, un certain Marcus Dickert, rassemble une équipe de scientifiques, donc de physiciens, d'astronomes, d'historiens d'art, et fait une étude, alors bien sûr une étude stylistique, mais c'est une étude proprement scientifique, quelles sont les sources d'Elsheimer. Et il apparaît qu'il est quasiment certain qu'Elsheimer a utilisé une lunette. Pourquoi? Eh bien parce que les dessins, vous voyez, des cratères de la Lune sont inversés. Or, dans les toutes premières lunettes, il n'y avait pas de dispositif de redressement, un peu comme nos appareils photo au début du XXe siècle. Vous voyez l'image à l'envers. C'est Galilée qui l'invente. Donc, du coup, vous voyez, il le remet à l'endroit dans le reflet. Et puis, pour la Voie lactée, vous voyez ici, et les étoiles, bon, donc les positions sont exactes. Alors on a scanné le tableau, tout simplement. En retirant bien sûr les lumières de la Lune, la lanterne ici, le feu ici, on compte le nombre de zones claires, de points de lumière, c'est-à-dire qu'on compte le nombre d'étoiles. En réalité, sur un tableau dont je vous rappelle qu'il est petit, 31 sur 41 cm, eh bien en fait, il y a pour la seule Voie lactée 1500 étoiles. Et en dehors de la Voie lactée, il y en a 1200. 2700 étoiles sur un petit format, c'est un travail de Romain. Il a mis plusieurs mois, bien sûr, à faire ça. Or, il a représenté beaucoup plus d'étoiles que celles qui sont visibles à l'œil nu, environ 1 millier. Donc ça veut dire que là aussi, il a utilisé une lunette. Or, maintenant, on peut, sur les tableaux anciens, notamment ceux de Van Gogh, par exemple, les nuits étoilées, etc., utiliser des programmes informatiques où on entre la position des astres, bien sûr. Ici, par exemple, une Voie lactée à peu près à 45 degrés, une lune à, disons, un petit degré sur l'horizon, etc. Donc, le programme informatique va trouver le moment où le ciel avait cette configuration. Et là, il apparaît que cette fuite en Égypte a été peinte, en réalité dessinée et ensuite peinte dans l'atelier. Donc, la composition, en tout cas, du tableau a été faite exactement à Rome, dans la nuit du 16 au 17 juin 1609, vers 21h, c'est-à-dire pour nous 23h, parce que maintenant il y a un décalage, avec la même position donc de la Lune et de la Voie lactée. Ah oui, alors ça pose un problème. On est en juin 1609. Comment Elsheimer a-t-il pu utiliser une lunette à Rome en juin 1609? Car comme l'explique bien Fernand Alain, qui est aussi un spécialiste de l'histoire des sciences, dans la préface du Messager des étoiles, la lunette était un secret militaire. Oui, mais comme tout bon secret militaire, comme les cartes géographiques d'ailleurs, de l'Antiquité et autres, ça se diffuse
rapidement, et dès les années 1608-1609, ça se diffuse en Europe par les voyages, par les foires et surtout les cadeaux diplomatiques. Alors il semblerait qu'un élève de Galilée ait vu une première lunette à Padoue en mai 1609, ce qui a intéressé donc Galilée. Et on sait qu'une lunette a été envoyée depuis Bruxelles au cardinal Scipion Borghese, donc qui était le neveu du pape de l'époque, Paul V, au Collegio Romano, qui était un collège de savants romains, et aussi à une autre académie de savants, l'Accademia dei Lincei, c'est-à-dire l'Académie des Lynx, donc des gens qui voient évidemment loin, qui voient très clair, et dans ces académies, parce que bon, les positions de l'Église vis-à-vis de l'astronomie sont très très diverses, il y a disons une partie conservatrice, mais qui est la curie, bien sûr, l'Inquisition, mais il y a aussi beaucoup d'ecclésiastiques qui sont eux-mêmes des mathématiciens, bien sûr, des astronomes. Et dans cette Académie des Lynx, eh bien, il y a des astronomes, et on va aller chercher, les historiens vont chercher, bien sûr, les listes, les gens qui émargeaient à cette académie. Et tiens, curieusement, on trouve un certain Adam Alzheimer. Eh bien, Adam Alzheimer a pu, probablement, à partir d'une terrasse à Rome, imaginez qu'à l'époque, il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a pas de pollution lumineuse. Sans doute, on lui a appris à manipuler, bien sûr, une lunette, à regarder une lunette, et il a fait probablement, ce qu'on appelle maintenant de l'astrodessin, tout simplement, et ensuite, il a fait le tableau durant l'été, ce qui veut dire que Galilée a utilisé, pour des besoins scientifiques, la lunette à partir d'août 1609, et Alzheimer l'a utilisé pour des besoins scientifiques artistiques à partir de juin 1609. C'est une belle histoire que vous voyez que nous raconte l'histoire de l'art croisé avec l'histoire des sciences. Et bon, ce qui avait fait dire à un journaliste scientifique, je ne sais plus le nom, il m'échappe là, que en fait Galilée avait perdu la guerre des étoiles. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, évidemment, la différence, c'est que Galilée invente la science moderne, pas Alzheimer. C'est bien par la Lune que Galilée fonde l'astronomie moderne. Et il est alors naturel, bien sûr, que les dessins de la Lune par Galilée, n'oublions pas que Galilée était un bon artiste, c'était un dessinateur, on connaît de lui 2 autoportraits, il prend souvent position sur les querelles esthétiques de son époque. Évidemment, Galilée a changé la représentation, la manière de changer, de représenter la Lune. Alors un exemple, ici, c'est assez banal comme peinture, c'est une fresque de l'Immaculée Conception qui se trouve à Santa Maria Maggiore, dans la chapelle Pauline à Rome, d'un certain Lodovico Cardi, dit le Ciccoli. Bon, le thème de l'Immaculée Conception, ça apparaît beaucoup dans la peinture baroque parce que ça a été relancé par le Concile de Trente et ça vient d'une vision de l'Apocalypse dans le livre 12, où le texte parle d'une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Et donc, évidemment, cette femme est assimilée à la Vierge Marie. Bon, vous voyez, ce qui est frappant ici, c'est pas tant, je dirais, les yeux levés au ciel, etc. Bon, ça, c'est même un peu une tarte à la crème, au baroque. Mais regardez la lune. Ça a dû créer quelques crispations à Rome à l'époque, parce que c'est pas une belle lune pleine lisse, d'un monde parfait, d'un monde céleste parfait, c'est une lune, vous voyez, qui est criblée de cratères. Et alors Panofsky, qui est un célèbre historien d'art, a fait toute une enquête, et en fait il a découvert bien sûr que le Ciccoli correspondait beaucoup par lettre avec Galilée, c'était un ami de Galilée, donc il représente bien une lune, d'après le modèle de Galilée. Donc désormais, eh bien, voilà, il y a une évolution qui est irréversible, ce qui est confirmé. Il y a toute une vogue sélénographique, comme on dit à l'époque, au XVIIe siècle, avec des gens comme Claude Mélan, Domenico Cresti. Un autre exemple, Donato Creti. C'est une série de tableaux qui s'appelle Observation astronomique. 8 tableaux, c'est des petits tableaux qui ont été peints sous la supervision de l'astronome Staccio Manfredi. Et donc c'est une série sur le système solaire. Donc alors il y a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter avec ses 4 lunes et Saturne. Alors c'est toujours la même mise en scène, vous
voyez, vous avez généralement deux personnages dans des petits paysages italianisants, dont l'un regarde le plus souvent avec une lunette astronomique. Et là, vous avez une lune aussi, qui est évidemment assez précise, hein, où les mers sont représentées, hein, comme vous l'expliquait Philippe tout à l'heure. En fait, les mers sont des zones d'épanchement basaltique assez plates. Hein, mais là encore, bon, la lune nous apparaît quand même grosse là dans l'image. Et je vais vous montrer une autre image. Toujours dans la même série. Bah, vous me dites, bah oui, c'est la lune, hein, le dernier quartier, ce qui pourrait d'ailleurs se confirmer, parce que bon, vous voyez toujours les deux personnages là, il y a même un troisième là, puis il y a une femme, voilà, la tête appuyée sur la main, c'est une figure de la mélancolie, donc ça confirme bien la mélancolie, la lune, etc. Sauf que c'est pas la lune, c'est Vénus. C'est la planète Vénus. Alors, ça peut nous sembler étrange, parce que Vénus, pour nous, on l'a même longtemps cru que c'était une étoile, hein, on appelait l'étoile du berger. Donc, c'est un point lumineux. Sauf que, en réalité, eh bien, Donato Creti représente les astres, donc Vénus, Jupiter, Saturne, etc., non pas à l'échelle, on les voit nous, hein, à l'œil nu, mais à l'échelle, on les voit dans une lunette, à cette époque. Vous voyez, c'est une perception scientifique. La perception scientifique est sur ceci. Bon, ben, c'est un peu équivalent à, vous voyez, maintenant, quand on vous parle d'une galaxie, vous allez avoir une magnifique galaxie avec des couleurs en grand format, bon, bien sûr, obtenues avec nos télescopes les plus puissants, ben, c'est un petit peu ça. Mais c'est Donato Creti, hein, qui l'invente au XVIIe siècle, hein, de représenter, fin XVIIe, début XVIIIe, en l'occurrence, ça c'est 1711, hein, qui invente cette manière de représenter les astres à échelle. Non pas on les voit, mais on les voit dans un dispositif optique. Hein. Alors, la description scientifique de la Lune consacre l'ère des cartographes. Je ne vais pas trop insister parce que vous en avez bien parlé avec les belles cartographies que vous avez dans l'exposition. Hein, notamment celle ici de Jean-Dominique Cassini, la classe de la Lune vers 1675-79, Gian Domenico Cassini, qui est un astronome italien de Bologne, hein, qui est devenu astronome et cartographe, sélénographe, hein, car ça s'applique à la Lune, et que Colbert fait venir en France au service de Louis XIV. Il est fondateur d'une dynastie d'astronomes sur 4 générations jusqu'au milieu du XIXe siècle, donc des géographes, des cartographes, qui a été en particulier au XVIIIe siècle chargé sous Louis XV de dresser la carte de la France. Ça a commencé même à la fin du règne de Louis XIV, la fameuse carte Cassini qui n'est qu'achevée que sous la Révolution française. Donc Jean-Dominique Cassini devient le premier directeur de l'Observatoire royal en 1667, hein, donc au début de sa construction, puisque la construction est achevée en 1672, donc là on est sous le règne de Louis XIV. Et avec le même type de lunettes dont parlait Philippe Hevelius, ces grandes lunettes alors, qui vont de 26 à 45 mètres de longueur, hein, ces systèmes, disons, de loupe alignés, hein, assisté d'un pastelliste, eh bien, il fait cette très belle carte de la Lune, de la surface de la Lune, de manière très précise, avec les mers, les montagnes, les cratères, hein, et les mers qui apparaissent comme des taches sombres et lisses, et c'est Riccioli, hein, que vous pouvez voir aussi de l'autre côté, un moine jésuite qui en 1651 a adopté ce vocable que nous avons conservé, qui a donné le nom de pas mal de sites de la Lune. Hein. La mer des crises, la mer de la tranquillité, qui a mis même de cratères, bon, des astronomes célèbres comme Hipparque par exemple, le cratère Hipparque. Il n'a pas mis Galilée, c'est un ecclésiastique, il y avait quand même un peu une dent contre Galilée. Hein. Et la carte de Cassini, par sa précision, fait autorité. Hein. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les dernières cartes dessinées de la Lune sont celles d'Étienne Léopold Trouvelot, hein, en 1875. C'est une carte dessinée au pastel de la région de la mer des Humeurs, ici. Elle a conservé la bibliothèque de l'Observatoire. Il faut attendre 1851, disons, pour que les photographies de la surface de la Lune soient aussi précises, hein, que les cartes dessinées
avec l'apparition des négatifs sur verre, donc au collodion. C'est ce procédé qui va permettre d'avoir des images plus précises, et encore quand il n'y a pas de variation atmosphérique. C'est là la difficulté de l'astrophotographie, encore maintenant à notre époque, mais à fortiori plus, bien sûr, au milieu du 19e siècle. C'est véritablement à partir des années 1880 que l'astrophotographie devient un instrument scientifique, et à l'exposition, vous voyez un certain nombre de documents sur le fameux premier atlas photographique de la Lune, de Pierre Puiseux et de Maurice Perry, composé entre 1894 et 1909, 6000 plaques pour 500 nuits d'observation, des clichés tellement effectivement précis qu'ils ont servi au programme Apollo, pour opérer un site d'alunissage. Alors justement, puisqu'on parle du programme Apollo, parlons des voyages vers la Lune, puisque une fois qu'on a dessiné les cartes, qu'on a défini la nature de la Lune, il suffit d'y aller. Alors c'est en moyenne à 384 400 km, donc ça de 356 000 à peu près à 406 000. Et pendant longtemps, évidemment, faute de moyens techniques et d'outils scientifiques, les voyages de la Lune ont été imaginaires, à commencer par celui de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, l'histoire comique des États et empires de la Lune, édité en 1657, du baron de Munchausen, film de Terry Gilliam, 1988. Terry Gilliam, c'est Brésil, bien sûr. Et ici, c'est le baron qui est devant, donc la reine de la Lune. C'est un film qui a connu un échec commercial, mais en fait qui est très beau, qui est devenu un peu un film culte, parce qu'il y a une grande beauté plastique, et c'est encore des trucages faits par maquette, c'est pas encore informatisé. Alors le baron de Munchausen, c'est un personnage historique. Il a vécu de 1720 à 1797, c'est un officier allemand, mercenaire de l'armée russe au service donc, de la tsarine Catherine Ier, et il a fait la guerre contre les Turcs ottomans en Crimée. Et en 1785, vous voyez, il était encore vivant, il est mort en 1797, Rudolf Erich Raspe publie les aventures du baron de Munchausen, qui est une succession de situations invraisemblable. Le baron est présenté comme un personnage mythomane, affabulateur, vantard, mais aussi attachant. Et c'est un livre d'aventure qui a eu beaucoup de succès en Allemagne et en France. Et par exemple, le baron de Munchausen arrive sur la Lune sur un boulet de canon. Il danse avec Vénus, il y a un tas d'aventures. Et dans le film de Terry Gilliam, il voyage plutôt en bateau. Là, il s'est plutôt inspiré du voyage de Francis Godwin. Et il rencontre le roi et la reine de la Lune. Ce sont des géants, en fait, dont la tête se sépare du corps. Donc ce sont des géants qui perdent littéralement la tête et qui sont sujets à des accès de folie et de mélancolie. C'est sans doute d'ailleurs la plus belle séquence du film. Alors on pourrait parler de beaucoup de romans d'anticipation, bien sûr, de la Terre à la Lune de Jules Verne, où les explorateurs sont propulsés dans l'espace à l'intérieur d'un obus creux, tiré par un canon géant. Jules Verne d'ailleurs a une lecture plus technique, plus positiviste que poétique. Mais le plus célèbre voyage, qui est d'ailleurs inspiré par Jules Verne, parce que les savants font le voyage dans un obus creux tiré par un canon, et en même temps un peu inspiré du baron Munchausen, et pour cause parce qu'il a fait un film sur le baron de Munchausen, eh bien c'est Georges Méliès. Le voyage dans la Lune de Georges Méliès, le film muet de 1902, court-métrage, avec ici sans doute le photogramme le plus célèbre, bien sûr, à peu près un film de 8 minutes, vous pouvez montrer ça à vos enfants, ça les fera beaucoup rire. L'arrivée ici de l'obus, dans l'œil de la Lune, et un autre photogramme, la première nuit sur la Lune, vous voyez où il neige sur la Lune, vous voyez nos trois astronautes, nos trois savants sont là, et puis vous voyez des figures apparaître en surimpression. Ça c'était évidemment le top de la technique de l'époque, avec ici une allégorie de la Terre, là de la Lune, vous voyez on retrouve le croissant de Lune, ici de Saturne, donc avec les anneaux, ceux qui sont attaqués par les Sélénites, il leur arrive quelques mésaventures, et en fait, si les inventeurs du cinéma sont les frères Lumière en 1895, l'inventeur du langage cinématographique, c'est indéniablement Georges Méliès, surtout entre 1896 et 1913, qui est
un homme de théâtre, un illusionniste, un décorateur, un réalisateur. Il a été réalisateur, acteur, producteur de ses films. Il a fait environ 500 films. Il a inventé de nombreux trucages, et notamment celui, donc, évidemment, de l'obus, qui arrive dans l'œil de la Lune. C'est en fait un visage, bien sûr, qui est couvert de crème. Alors, il a fondé des studios à Montreuil. Il est mort ruiné, enfin, il est ruiné dès 1913. Mais il y a une espèce de fascination chez lui pour l'histoire, pour la science, pour la féerie. Et il y a toujours un très grand soin à porter à ces décors. Mais le voyage sur la Lune, que nous avons tous vu, et qui précède de 15 ans la mission Apollo 11, dans les aventures, bien sûr, de Tintin, c'est « On a marché sur la Lune », d'Hergé, bien sûr, 1954, là c'est la couverture de l'album, qui fait suite, bien sûr, à l'autre album, Objectif Lune, 1953. En réalité, les deux albums sont parus dans le journal de Tintin dès 1950, mais enfin, il y a eu quand même quelques modifications. Hergé situe le programme lunaire dans le cadre d'une rivalité entre la David et la Bordurie. Évidemment, c'est un homme de son époque. En fait, ce dont il parle, c'est la guerre froide, bien sûr, entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui a été, disons, le moteur politique et économique de la conquête spatiale, des programmes spatiaux des deux superpuissances de l'époque. La fusée d'Hergé est directement inspirée, bien sûr, des missiles V2 de Von Braun, qui a conçu les fusées des programmes Gemini et Apollo. Alors, c'est un récit qui est relativement crédible techniquement. Hergé était conseillé, bien documenté, même si, bien sûr, au retournement de la fusée, on a substitué le système de module lunaire, plus léger, plus sûr, et que le char qui est assemblé sur la Lune est un char de guerre beaucoup trop lourd, évidemment, à être embarqué dans une véritable expédition. Il y a donc des inexactitudes, mais ce qui vaut, c'est la force poétique de ce récit. Et parfois des choses intéressantes, notamment par le fait qu'à certains moments ils se retrouvent dans une grotte. Alors c'est très amusant parce qu'il y a des stalactites et des stalagmites, ça veut dire que pendant des millions d'années il y a de l'eau sur la Lune, ce qui n'est pas le cas, mais il y a de la glace. Et la glace, effectivement, dans la face cachée de la Lune, on a vu, disons, de la glace, une quarantaine de cratères. On va y avoir sans doute une expédition bientôt pour aller voir ça d'un peu plus près dans les parties à l'ombre. Alors ici, c'est le cratère Hipparque, d'ailleurs, qu'il a représenté. Vous voyez, c'est un très beau travail graphique. Et regardez, en particulier l'allongement des ombres, mais ça nous vient de Galilée. L'observation de l'allongement des ombres. Alors, le relief est beaucoup plus déchiqueté qu'il ne l'est en réalité sur la Lune. Donc les reliefs sont plus doux, et ces reliefs déchiquetés, ça vient aussi des décors de Méliès un petit peu. Et ce qui est remarquable, vous voyez, c'est la vignette en bas de page 24, qui est la description, vous voyez, du paysage lunaire. Ça, c'est très intéressant parce qu'on va le retrouver 15 ans après. Vous voyez comment vous le décrire? Un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation, pas un arbre, pas une fleur, pas un brin d'herbe, pas un oiseau, pas un bruit, pas un nuage. Dans le ciel d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles, mais immobiles, glacées, sans ce scintillement qui de la terre nous les fait paraître aussi vivantes. Ça, c'est très intéressant, cette description d'un lieu mort, à la fois beau, fascinant et inquiétant. Mais, bon, je vais vous dire un secret. Vous croyez que c'est Armstrong qui a marché le premier sur la Lune? Ne répétez pas, c'est pas Armstrong. C'est Tintin. C'est Milou. C'est le capitaine Haddock. Ce sont les Dupont. Et je vais vous donner une preuve. Par l'image. L'image est petite, c'est dommage. Vous voyez Armstrong débarquer du lac. Et donc, le professeur Tournesol, Tintin, capitaine Haddock et Milou qui dit bienvenue sur la Lune, monsieur Armstrong. Alors, en fait, ça, c'est un dessin d'Hergé que Hergé a offert en 69 à Armstrong. Et ça servait d'ailleurs de couverture d'un livre. Alors ça, c'est un beau livre, je pense que vous pouvez acheter à Noël. C'est intitulé donc Ils ont marché sur la Lune, où Claude Gallo compare les vignettes dont on a marché sur la Lune avec les clichés du programme Apollo. Bien sûr,
y a aussi de très belles images, nombreuses, de ce programme Apollo. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que la seule image pourrie, c'est celle d'Armstrong qui pose le pied, parce qu'on avait pris une caméra de mauvaise qualité. C'était pas d'ailleurs vraiment le but de l'expédition, mais les photos sont de très grande qualité. Alors ici, le module lunaire, bien sûr, de la mission Apollo 11, avec la vue de la surface lunaire, juillet 1969, donc avec Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Et ce qui a frappé, en fait, les astronautes et les missions précédentes, d'ailleurs, qui ont tourné autour de la Lune, c'est le noir de la Lune. C'est cette capacité à refléter la lumière du Soleil. La Lune est intensément noire, ou elle est éblouissante, blanche, et dans la mythologie grecque, les anciens avaient déjà perçu un petit peu l'ambivalence de la Lune, alternativement noire et blanche. Alors là, deux clichés, en l'occurrence, c'est pas Apollo 11, c'est Apollo 17, ici, décembre 1972, donc c'est la dernière expédition des hommes sur la Lune, avec le sol lunaire, donc et ici le module, le sol lunaire qui est évidemment une poussière fine, coupante, chargée électriquement par les vents solaires, c'est ce qu'on appelle la régolithe, qui est une désintégration de basalte, une composition très riche parce qu'il y a de l'oxygène, du fer, du sodium, du titane, du silicium, donc pas d'atmosphère, un ciel très, très noir avec des étoiles parfois, donc très froid ou très chaud évidemment. Et il y a une anecdote, on connaît tous évidemment les premiers mots d'Armstrong, probablement préparés. A little step for man, a giant leap for mankind, un petit pas pour l'homme, on devrait dire pour un homme d'ailleurs, parce qu'il dit for a man, et un grand pas pour l'humanité, ou un bond géant pour l'humanité. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que dit Buzz Aldrin, qui lui est le deuxième. Donc, alors il raconte que, je cite Aldrin, dans l'emploi du temps très serré de la sortie, il n'était pas prévu que je dise quelque chose au monde du type c'est un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour l'humanité, donc je n'avais rien préparé. Mais dans ce moment très émouvant, je ne pouvais pas juste dire c'est très beau, parce que ça n'est pas beau, c'est une magnifique désolation. Le célèbre mot d'Aldrin, eh bien c'est exactement ce que dit Hergé 15 ans avant. Vous avez vu les deux vignettes, c'est une magnifique désolation. On n'est pas dans l'ordre de la beauté, la Lune, on est dans quelque chose qui est à la fois beau et inquiétant, qui est sublime. Et puis, bien sûr, la Lune en miroir nous fait voir la Terre, au fond. Là, c'est la photographie de la mission Apollo 8, le 29 septembre 1968, donc avec une mission préparatoire, et c'est la première photographie donc, de la Terre vue de l'espace. Et ce qui a frappé, là aussi, tous les astronomes, c'est la beauté, la fragilité de la Terre, cet îlot, vous voyez, de couleur et de vie dans le noir de l'univers. Là, ça, c'est par contre une photographie d'Apollo 11, à un moment où on tourne sur la Lune à la 4e rotation. Et alors bon, le relevé d'échantillons, Philippe vous l'a très bien expliqué tout à l'heure, sur la Lune a quand même mis en évidence une composition commune à ça. C'est une série en fait d'autoportraits. Vous voyez, là il se photographie, alors ici avec un retardateur en autoportrait, vous voyez, ici sur une terrasse, dans une ville industrielle quelconque, il y a de la neige, avec donc son quartier de lune. Alors il arpente toutes les régions du monde, il va dans l'Oural, le cercle arctique, la Nouvelle-Zélande, le Japon, Paris, et donc il balade de son croissant de lune qui est une lune privée. Alors c'est pas un trucage photographique, c'est pas un montage infographique, c'est un véritable croissant de lune en plexiglas qui est muni donc d'un générateur et de LED, lumière LED à l'intérieur, donc qui est éclairé de l'intérieur, ce qui dématérialise l'objet. On a vraiment l'impression d'avoir un croissant de lune qu'on peut toucher, c'est une espèce de lune luminaire, si vous voulez, de lune luminescente, une lune de Pierrot. Alors, vous voyez, notre perception antique de la lune et son reflet, parce que la lune est l'astre du reflet par excellence. C'est très beau, vous voyez, comme démarche. En même temps, ça peut nous faire réfléchir aussi sur le fait qu'on a une époque où la lumière électrique forme le ciel et nous empêche de voir le ciel. Et puis ce n'est plus la Lune qui parcourt le ciel. Vous voyez, comme la Lune sur le char des anciens, c'est l'artiste qui promène sa Lune dans le monde, avec, vous voyez, cette poétique de toucher la Lune et surtout de décrocher la Lune, puisqu'on a décroché la Lune, de toute façon on est allé dessus.
vu, on va y retourner, eh bien, lui, il travaille avec une lune décrochée. Il va réinventer un paysage romantique avec des moyens techniques. Alors, bon, pour conclure, en fait, au fond, même si nous avons posé le pied sur la Lune et que nous allons y retourner prochainement, la Lune n'a rien perdu de sa poésie, hein, bien au contraire. D'ailleurs, les images des missions Apollo sont aussi d'une très grande poésie, en dehors de leur intérêt scientifique. Et la Lune a toujours la capacité, disons, à nous émerveiller, à exciter nos imaginations aussi, parce que c'est la première entrée dans l'espace, hein, comme pour Dante Alighieri, c'était l'entrée dans le paradis, hein, c'est la première entrée dans l'univers. Et la Lune nous fascine toujours, car un peu comme les anciens, vous voyez, avec le monde supralunaire parfait, eh bien la Lune c'est la promesse d'un autre monde. Hein, c'est la promesse d'un monde nouveau, alors qui est à la fois inquiétant et beau, et donc qui conserve évidemment pour nous toute sa capacité de fascination. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne